Alors c'est un exemple, mais parmi des dizaines, j'allais dire, des centaines d'autres de ce type de complaintes qui parcourent la France et qui n'ont pas toutes été en français. On évoquait mes origines bretonnes, qui n'ont rien à voir, tout au moins je l'espère, avec Hélène Gégado, empoisonneuse en série, qui est sans doute la plus grande serial woman killer de notre histoire de France, puisque à son compteur, on envisage 97 empoisonnements de 7 à 77 ans. Absolument, c'est pas. Donc évidemment, elle a été à l'origine aussi d'une très longue mémoire. Alors les 97 empoisonnements, il faut dire que tous n'ont pas obligatoirement abouti, mais on a avec certitude 60 victimes sur 18 ans d'activité. Et ce qui est intéressant dans ces quelques images, en tout cas pour moi, que je vous présente, c'est que vous avez déjà une idée de tout le vagabondage, puisque j'utilisais le mot, de ces médias de l'époque, avec des images de l'imprimerie, enfin de l'imagerie d'Épinal, hein, l'image que vous voyez à gauche, et puis les journaux de l'époque, et puis des ballades, des guers en breton. Il n'y avait pas, comme je le disais, que le français qui parcourt donc toute cette histoire. On a même fait des petites statuettes en terre cuite montrant la Gégado à son procès avant qu'elle ne soit exécutée, décapitée à Rennes en 1852. Avec une plaidoirie qui, dans l'histoire de la justice, est intéressante parce que c'est l'une des premières fois où l'avocat développait la cause de la folie, c'est-à-dire l'irresponsabilité, en montrant que cette femme, obsédée par la mort depuis l'enfance, dans une famille assez difficile, disons, s'était prise pour une messagère de l'Ankou. En Bretagne, l'Ankou, c'est la représentation de la mort. Et c'est vraiment l'une des premières fois où on tente de défendre quelqu'un en plaidant la folie, même si le code pénal de 1810 présentait ou préparait à cette éventualité sans que ce soit vraiment utilisé. Voilà un exemple de ces marchés de complaintes. C'est le cas de Mandrin, mais c'est le cas aussi pour, alors là, Hélène Gégado, bien sûr, puisque nous sommes ici, cette photographie dans le Finistère, où l'on voit très bien comment se diffuse dans une société qui n'est pas encore totalement alphabétisée, mais qui commence à vraiment l'être, ces chansons, ces complaintes qui se comptent vraiment par centaines. En ce moment, si jamais vous vous intéressez à la question, le site Criminocorpus, que vous trouvez sur Internet, a repéré et a noté et fait appel en quelque sorte à toutes les bonnes volontés et un certain nombre de référents dans les différentes régions françaises qui recueillent des tirages de chansons, qui recueillent des témoignages qui peuvent encore exister dans les mémoires et qui nous donnent à voir mais vraiment des centaines et des centaines d'exemples. Je vous donne ceci par exemple. Ça concerne Lyon. Et cela parcourt des chansons. Alors il y a la couverture évidemment du petit journal par rapport à l'assassinat du président Sadi Carnot. Je ne vais pas vous faire le détail de ces affaires qui ont parcouru l'histoire du crime lyonnais. Quand vous avez par exemple aussi cette chanson sur le drame de la Volontaire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la Volontaire, c'est en quelque sorte la Villa Gilet qui existe aujourd'hui à l'intérieur de son parc et qui raconte un fait divers relativement sanglant, puisque un jeune homme de bonne société pourtant, s'étant épris de l'une des descendantes de la famille Gilet, a été surpris par les domestiques et puis par la maman de la jeune fille en question, alors qu'il s'approchait de la proie de tous ses désirs, et il a été non seulement sévèrement rossé, mais en quelque sorte revolverisé dans le parc, comme ça, la prochaine fois que vous irez à la Villa Gilet, vous y penserez. Et en fait, il a été soigné à l'hôpital et il a, disons, agonisé pendant près de 4 ans.
Et évidemment, comme nous sommes quand même à une époque relativement récente, puisque nous sommes en 1930, une partie de la création populaire locale a créé des chansons pour dénoncer évidemment le côté absolument odieux de la classe dominante, s'en prenant à un jeune homme qui n'avait pas encore fait grand mal. Et puis vous avez comme ça aussi le crime de la Villette, vous avez le crime mystérieux de la Guillotière. Alors je ne vais pas rentrer, je tiens les détails à votre disposition. Ce qui est assez frappant, c'est que je trouve que le parricide et le marricide me semblent assez pratiqués à Lyon par rapport à d'autres villes. Je ne sais trop vers quoi ça peut nous mener en tant que réflexion, mais c'est assez étonnant. Ce qui est intéressant et qui mériterait aussi une analyse, c'est que je vous disais que ces complaintes, ces chansons, tout ce qui était diffusé comme ça dans les marchés ou ailleurs, étaient soit issus du peuple, hein, on ne sait pas, les paroles par exemple de Mandrin, on ne sait pas très bien qui les a fait, même si c'est à peu près constitué en 1755, mais nous avions à Lyon un journaliste qui était spécialisé dans ce type de chansons et qui en faisait, je ne dis pas la commande, puisqu'il les vendait, soit 10, soit 20, soit 30, soit 40, j'ai trouvé jusqu'à 50 couplets sur tel ou tel fait divers, particulièrement, bien sûr, à la fin du 19e et début du 20e, qui est quand même la grande époque, évidemment, de ces complaintes et de ces récits. Ce sont des récits qui racontent des crimes, qui racontent des assassinats, des viols, etc. Mais on ne connaît pas, la plupart du temps, évidemment, ceux qui ont commis, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas la photo, on les connaît pas. Sauf qu'il y a 2 fois par an, entre 1748 et 1836, à travers la France, ce qu'on a appelé la chaîne des forçats qui quittaient soit la région parisienne, soit Lille, ou qui passaient par Lyon quand ils se dirigeaient vers Toulon, ou vers Brest, vers l'ouest de la France. Et ces forçats qui étaient transportés, comme nous représente cette illustration du temps, traversaient la France en une espèce de carnaval assez invraisemblable où on se déplaçait en famille pour aller voir cette chaîne des forçats, pour aller voir, et on montrait, parce qu'on le savait un peu par l'imagerie d'Épinal ou autre, tel criminel. Et si vous relisez les Misérables, vous avez 2 pages de Victor Hugo absolument extraordinaires, parce que lui-même, évidemment, vu passer cette chaîne des forçats, où il dit, par exemple, où il écrit « On ne sait quoi d'informe qui venait du boulevard entrait dans la chaussée. Cela grandissait, cela semblait se mouvoir avec ordre, pourtant c'était hérissé et frémissant. Il y avait des chevaux, des roues, des cris, des fouets claquaient. 7 chariots débouchèrent successivement, la tête des chevaux touchant l'arrière des voitures. Des silhouettes s'agitaient sur ces chariots. On entendait un cliquetis qui ressemblait à des chaînes remuées. » Et la description continue. Et on voit très bien comment le public s'assemblait devant la chaîne des forçats, jetait éventuellement des fruits ou des légumes pourris sur les bagnards qui partaient vers Brest, Rochefort ou Toulon, ceci répondant par des injures, des cris et des chansons. Donc c'est le premier grand média, en quelque sorte, où on reconnaissait un tel ou un tel. Après, parallèlement aussi, vous avez toute une tradition littéraire que je ne vais pas évoquer dans le détail, je vais simplement vous la rappeler, ne serait-ce que l'incroyable succès des Mémoires de Vidocq, par exemple, qui paraissent en 1828. Et il y a des travaux qui ont été faits, bien sûr, sur la fortune littéraire de Vidocq, le rôle qu'il a joué, par exemple, chez Balzac et bien d'autres écrivains, et qui nous montre aussi, alors là, nous avons à la fois Vidocq, qui donnera naissance à Vautrin chez Balzac, et puis nous avons Victor Hugo, puisque nous en parlons, et puis bien sûr Monte Cristo. Et donc, là aussi, on a une longue mémoire du crime et du bagne qui vient jusqu'à nous, avec évidemment ce qu'on a fait le cinéma, avec aussi les plus grands acteurs français. C'est assez frappant de voir que aussi bien Henri Bord, Jean Gabin et évidemment... Plus récemment, ce que nous avons avec Les Misérables et Un conte de Monte Cristo dans les films ou les séries télévisées les plus récentes avec Gérard Depardieu.
Et nous avons aussi, même si pour partie nous les avons oubliés, alors certains de ces créateurs, après Vidocq, qui vont vraiment inventer le roman policier et donc mettre à la disposition d'un public de plus en plus alphabétisé tout cet univers du crime et du sang. Quelqu'un qu'on a un peu oublié, qui s'appelait Émile Gaboriau et qui est vraiment l'inventeur du roman policier. Il est par exemple celui qui va influencer Conan Doyle en Angleterre. Plus connu, Gaston Leroux avec sa série Chérie Bibi, également très grand reporter puisqu'il était envoyé par son journal en 1905 en Russie. Mais vous voyez Gaboriau, Leroux, Maurice Leblanc, bien sûr, avec l'Aiguille creuse et avec le personnage d'Arsène Lupin, qui va également jusqu'à nos jours. Et puis... Ça bloque. Non. Et puis Fantomas avec deux auteurs là, vous voyez, qui nous mènent vers une très grande aussi, une très grande mémoire là directement littéraire. Donc Gaboriau, Leroux, Leblanc et les créateurs de Fantomas. Et surtout la presse de grande diffusion, avec deux journaux et leurs suppléments du dimanche, deux quotidiens, mais hebdomadaires en quelque sorte, par les grandes illustrations qui vont être rendues possibles par des améliorations de la technique de l'imprimerie et en particulier par la diffusion de la rotative. Alors vous avez deux grands quotidiens de l'époque, mais qui tirent entre 500 000 et 1 million d'exemplaires. Il faut bien s'imaginer ce que ça peut représenter comme manière de façonner une opinion publique, le petit journal ou bien ici le petit Parisien, qui se copient l'un l'autre et qui font une part énorme, évidemment, aux faits divers, au récit du crime, au travail des policiers, au travail de la justice, avec bien évidemment une fascination non seulement pour le crime, mais pour la sanction ultime du crime, qui est la peine de mort et la guillotine. Les journaux, mais aussi le musée Grévin, qui va naître à la fin du XIXe siècle et qui va présenter, par exemple, le récit l'histoire d'un crime, le récit d'un crime, qui est à la fois une série de 7 tableaux présentés dans le musée Grévin et qui devient l'un des premiers films, en 1901, par Ferdinand Zecca, qui va utiliser les tableaux figés en quelque sorte du musée Grévin, mais qui va les animer pour l'un de ses premiers films de l'histoire du cinéma. Et puis la France va se passionner, non pas se diviser parce que tout le monde était plutôt d'accord, pour une affaire qui a été l'affaire Vacher. Ce vagabond accusé d'avoir tué énormément de bergers et de petites bergères en leur faisant subir un certain nombre de choses tout au long d'un parcours qui est à travers la France. Et Vacher est quelqu'un dont nous connaissons bien le visage parce qu'il s'est prêté lui-même à un certain nombre de photographies. C'est lui que nous voyons à gauche et puis bien sûr le récit ou une illustration de ses crimes à droite. Alors vous connaissez cette histoire sans doute par le film de Tavernier, Le juge et l'assassin. Et c'est une histoire qui tient aussi un petit peu, qui nous est en quelque sorte proche à Lyon, puisqu'il a été enfermé à la prison Saint-Paul avant que le procès n'ait lieu dans la Drôme, et son cas a été analysé par des personnalités lyonnaises, et en particulier, bien sûr, le professeur Lacassagne. La question étant de savoir si Vacher était responsable ou irresponsable, relevait-il lui aussi, on revenait sur l'affaire Gégado, de la folie, ou bien était-il responsable de ce qu'il avait pu faire. Et la conclusion des experts a été, je l'ai un peu plus en entier ici, mais je ne vais pas vous la donner, ce n'est pas nécessaire, mais Lacassagne écrit par exemple que Vacher n'est pas un aliéné, il simule la folie. Il est donc un criminel, il doit être considéré comme responsable, cette responsabilité étant à peine diminuée par les troubles psychiques antérieurs. Donc,
Vacher qui va fasciner l'opinion publique. Voilà encore quelques exemples de la presse de l'époque. Le Petit Journal, le titre évidemment qui va lui être accolé, c'est-à-dire Vacher l'éventreur. Et toute la presse va s'en mêler, y compris la presse catholique. Le Pèlerin, par exemple. Le Pèlerin ne fait pas partie des hebdomadaires qui vont raconter des abominations sur le crime. Ça ne correspond pas à leur lectorat. Mais comme tout le monde en parle, eh bien, il faut bien aussi que le Pèlerin, l'hebdomadaire catholique, qui a une énorme diffusion à l'époque, trouve une façon de le faire. Et là, dans cette illustration, vous le voyez, si vous arrivez peut-être à lire aussi la légende, c'est le diable lui-même qui façonne l'égorgeur, qui façonne cette statue en quelque sorte de Vacher, cette terre cuite, à qui le diable va donner vie, et évidemment faire que, alors même si la photo n'est pas relative à Vacher, mais va donner naissance aussi à une folie médiatique au moment de son exécution capitale. Et c'est pour ça que là, nous avons une séquence à nouveau musicale sur l'ultime peine, la peine majeure évidemment du Code pénal, c'est-à-dire la peine de mort, à la fois dans une complainte, alors qui est dans le film de Bertrand Tavernier. Il a simplement transformé le nom de Vacher en Bouvier. C'est une création musicale pour le film, créée par Jean-Roger Cossimon dans le film. Et ensuite, Anna vous proposera un autre chant relatif à la peine de mort sur un texte de Jean Genet, qui est cette fois-là un texte de 1942, et puis un texte d'Aristide Bruand, également sur le dernier jour d'un condamné à la requête, c'est-à-dire 3 registres différents. Vous voyez un premier, celui-ci, la complainte de Bouvier, créé dans l'esprit des complaintes du XIXe siècle pour un film, le magnifique texte de Jean Genet, et puis à la requête d'Aristide Bruand, qui est créé en 1895, qui paraît du reste qu'il chantait lui-même et qui paraît dans le magazine qu'il avait créé à cette époque-là et qui rejoint aussi une tradition populaire. Petit berger, jolie bergère, innocent joueur de pipeau, quand vos moutons se désaltèrent à l'onde claire d'un ruisseau, dans les roseaux, dans les fougères, vous redoutez de voir le loup ravir un agneau tout à coup et l'emporter dans sa tanière. Mais il est de plus grands dangers auxquels vous n'avez pas songé. Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang, plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent. Ce sont des fous qui violentent et signent leur acte pervers en taillant à même la chair de leurs victimes innocentes. C'est au comble de cette horreur que parvient Bouvier l'éventreur. Bouvier bien de cette engeance de trimardeur de cheminots, mendiant le gîte et la pitance, anarchiste des marginaux. À la moisson et aux vendanges, on le voit hanter les anneaux, cachant toujours sous son chapeau un regard aux lueurs étranges. Il paraît pourtant bon garçon quand il joue de l'accordéon. Il fit ainsi un long périple, revenant parfois sur ses pas, commettant un crime multiple, jusqu'au jour où on l'arrêta. Alors il dit qu'en sa jeunesse, un chien enragé l'a mordu, et qu'un médicament a dû mettre son esprit en faiblesse. Par surcroît, c'était trop dur, se prétend inspiré par Dieu. Pour que ma complainte finisse, j'attends l'issue du jugement. Dans notre pays, la justice ne se trompe que rarement.
la France, en attendant que les geôliers veillent nuit et jour au pied. Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Où vient mon beau soleil, où vient ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui sont morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et débrayer l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul, je vais mourir. Où vient mon ciel de rose, où ma corbeille blonde visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les coups condamnent un assassin si beau qu'il fait courir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre ta porte. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. On traverse les murs, s'il faut, marche au bord des toits des océans, ouvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort. En t'écrivant ces mots, j'ai frémi par tout mon être. Quand tu les liras, j'aurai mis le nez à la fenêtre. Je suis réveillée depuis minuit, ma pauvre Toinette. J'entends comme une espèce de bruit
président n'aura pas voulu signer ma grâce. Sans doute que ça y aura des plus, que je me la casse. Si l'on graciait à chaque coup, ce serait trop chouette. De temps en temps, il faut qu'on coupe un coup à la roquette. Là-haut, le soleil blanchit les cieux, la nuit s'achève. Ils vont arriver, ces messieurs, là le jour qui se lève. Maintenant, j'entends distinctement le peuple en goguette qui chante sur l'air de l'enterrement à la roquette. Aussi je verrai dire pour marcher sans que ça m'émeuve. C'est pas moi qui voudrais flancher devant la veuve. Je veux pas qu'on dise que j'ai eu le trac de la lunette avant d'éternuer dans le sac